Alice Folco, vous êtes spécialiste de l'histoire du théâtre et vous êtes intervenue dans les rencontres recherche et création à propos de la pièce de Milo Rao, donc une pièce qui, à partir des éléments de l'histoire du théâtre, peut retravailler justement sur la façon dont on raconte. Et vous êtes revenu sur la façon dont l'histoire du théâtre ou le théâtre se raconte lui-même et avec des manques, avec un manque essentiel qui est qu'effectivement la coprésence, la façon dont on vit ensemble une expérience théâtrale disparaît quasiment au moment de la représentation elle-même. Est-ce que vous pouvez nous raconter cela? Oui, c'est une métaphore un peu étrange, mais souvent je dis qu'en fait je fais de l'archéologie du théâtre, y compris pour le spectacle d'hier soir. Et que parfois un spectacle, c'est comme un temple grec, il nous reste juste une colonne, une pierre, et à partir de là, il faut extrapoler. Parce que le théâtre en tant qu'expérience. Souvent en France, on a considéré le théâtre, on l'a lu justement à travers des textes, mais qui représentent qu'un petit bout. C'est un peu comme si on faisait l'histoire du cinéma juste en regardant des scénarios. Et en fait, il manque quelque chose, il manque de la présence. Et on a un certain nombre de traces, mais qui sont des traces partielles, incomplètes ou très subjectives. Et donc, il y a tout un effort à la fois méthodique et d'imagination pour essayer de reconstituer ce qui s'est passé. La question qui se pose, c'est à la fois celle des méthodes. Comment est-ce que je parle de ça de manière historique et informée et documentée? Et ça, justement, ça veut dire qu'il faut faire une sorte d'archéologie, c'est-à-dire aller trouver les traces. Ces traces, elles sont du côté des spectateurs eux-mêmes, mais aussi de ceux qui ont produit le spectacle. Donc, c'est une sorte d'enquête, de quête un peu éperdue de ce qui constituait la totalité de l'expérience théâtrale, mais qui, d'une certaine manière, est désormais obligatoirement est devenu quelque chose d'extrêmement partiel, extrêmement lacunaire, pourrait-on dire. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que même dans les phases où on a énormément d'archives, par exemple, il y a donc on a différents temps quand même dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où on a beaucoup d'archives. On a une inflation du numérique aujourd'hui qui fait qu'il y a des captations, il y a des répétitions qui sont filmées. Donc on a des heures et des heures de vidéos, mais qui peut regarder ces heures-là? Et puis inversement, on a des périodes où il reste vraiment plus rien, une brochure, des choses très fragiles et très éphémères. Et donc, effectivement, il y a un premier travail qui est un travail de collecte, en fait, tout simplement. Et puis après, c'est comment on essaye de regarder à un niveau structurel comment les choses se faisaient pour repérer des schémas, en fait. C'est-à-dire que dans certains types de théâtre, on fait certains types de choix esthétiques qui sont contraints par l'architecture, par les savoir-faire des acteurs aussi. Donc, en fait, on a à la fois des traces directement liées au spectacle et puis des traces qui sont liées au métier, en fait, et aux pratiques artistiques. Quoi ces spectacles nous disent quelque chose et qu'est-ce qu'ils nous disent à la fois du moment théâtral qui était le moment où ils ont été produits, des gens qui ont voulu le produire et de la capacité qu'on a à le comprendre, Alice Folco. Alors, c'est une question, comme je le disais hier, métaphysique, c'est-à-dire à quoi bon parler des spectacles que personne ne verra jamais. Je pense qu'il y a plusieurs types de raisons. D'abord, il faut faire l'histoire de tout, par principe, parce qu'on sait que les civilisations amnésiques ont des problèmes, euh, disons, fondamentaux. Donc, on documente ces pratiques-là parce que c'est important, justement, de transmettre. En fait, il y a un enjeu de transmission qui est très très fort parce qu'il y a eu des œuvres, des chefs-d'œuvre et dont on n'a pas envie qu'on les oublie, parce qu'il y a des artistes qui ont existé, donc on pense que c'est important. Et puis il y a une dimension de célébration, et c'est ce que je disais hier aussi sur des enjeux d'ordre politique aussi, c'est-à-dire quelle histoire on raconte pour construire le théâtre de demain. Et pour asseoir des choses auxquelles on croit, autour de l'idée de culture, par exemple, qui est une idée qui, politiquement, au présent, est très discutée et très débattue. Donc c'est aussi cette histoire-là dont on hérite, c'est une histoire de l'art. On raconte, parce que c'est important de transmettre des pratiques, des formes, et qu'on ne soit pas amnésique, et que les créateurs ne soient pas amnésiques. Mais aussi, on construit quelque chose qui est le futur qu'on veut ensemble pour la culture. Mais on construit aussi des généalogies d'une certaine manière, et des généalogies qui ne s'arrêtent pas à la génération d'avant, tentent de remonter plus loin.
et on s'inscrit dans des généalogies assez lointaines. C'est donc des généalogies qui ne peuvent pas remonter jusqu'à l'origine du théâtre. On remonte à des moments, disons, un peu clés, et ces moments clés sont à la fois réels parfois, mais aussi rêvés par ceux-mêmes qui les ont produits. En fait, l'histoire du théâtre n'échappe pas aux règles de l'histoire générale, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des faits qu'on peut essayer de collecter, de compiler de manière très savante et académique, et puis après, il y a toute la partie mémorielle, c'est-à-dire les traces les traces du passé dans le présent, et la manière dont on les reconfigure et dont on sélectionne dans le passé, en fait, des éléments qui nous parlent, pour des raisons qui sont à la fois qui peuvent être esthétiques, mais qui peuvent être très affectives aussi. On se choisit, en fait, quand on fait de la généalogie, on se choisit aussi des filiations et des légitimations en se créant un passé qui dit ce que je fais aujourd'hui. En fait, c'est inscrit dans une lignée et donc c'est sérieux d'une certaine manière et c'est légitime aussi. Alors, ces lignées, elles sont aussi en conflictualité, elles sont en opposition. Donc, on s'invente un ancêtre ou un type d'ancêtre, d'autres s'en inventent d'autres, et au bout du compte, eh bien, ça conduit à des conflits, y compris d'interprétation. Ces généalogies, ces ancêtres, on se les choisit d'une certaine manière, mais au bout du compte, cela conduit à des conflits dans le théâtre contemporain, c'est-à-dire des filiations qui sont antinomiques, où on considère que telle branche du théâtre est une branche du théâtre dont on ne se revendique pas, et telle autre branche est celle qui, d'une certaine manière, est celle de notre généalogie personnelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela, en particulier avec la naissance et le développement de la notion de metteur en scène, qui n'était pas naturelle dans l'histoire du théâtre, et qui d'un seul coup a émergé entre la fin du 19e siècle peut-être et le début du 20e siècle, et est devenue prédominante aujourd'hui? Alors en fait, si on regarde la langue, parce que la langue dit des choses et les changements dans les terminologies sont très révélateurs des changements dans les pratiques, le terme mise en scène apparaît autour de 1800. Et le terme de metteur en scène apparaît dans le jargon professionnel dans les années 1820, peut-être même avant. Et il ne rentre dans le dictionnaire que dans le Larousse qu'en 1874. Donc, donc il y a un changement dans la terminologie qui vient signifier qu'arrive un nouveau métier. Et ce métier, au départ, c'est un régisseur subalterne. C'est vraiment pas quelqu'un qui est considéré, c'est quelqu'un qui fait de la mise en place en fait. Il dit toi tu rentres par là, toi tu sors par là. Voilà, c'est vraiment. Et puis petit à petit, ce régisseur-là, il va s'attribuer, on va lui donner des rôles de plus en plus importants. Et donc le rôle de directeur d'acteur en particulier. Et ça va créer un certain nombre de conflits, d'où les problèmes de généalogie aussi. Est-ce qu'on défend d'une grande lignée d'acteurs? Est-ce qu'on descend d'une grande lignée d'auteurs? Ou est-ce qu'à un certain moment, arrive une figure qui va se poser comme auteur et intellectuel. Cela, ça participe justement de la façon dont, au fur et à mesure du XXe siècle, on a considéré le metteur en scène comme étant l'auteur presque de la scène ou de la pièce, même si l'auteur était un auteur ancien, que ce soit Corneille, Racine ou Molière, mais en lui donnant une importance singulière dans les années 1950, 1970 ou 80, c'est devenu très important, en particulier avec l'émergence d'un ministère de la Culture qui prenait en charge justement cette notion d'auteur. Est-ce que cela, aujourd'hui, c'est conflictuel ou est-ce que c'est autre chose? C'est-à-dire qu'au bout du compte, est-ce que ces querelles de généalogie remontent à une histoire ancienne, ou est-ce qu'elles ont encore une effectivité dans la pratique des metteurs en scène aujourd'hui? Alors je pense que ils sont clairement, en France en tout cas, on leur donne les clés des institutions culturelles, ce qui est quand même un signe de pouvoir extrêmement important. Donc il y a effectivement ce qui s'est naturalisé progressivement, c'est l'idée qu'ils ont une octorialité, c'est-à-dire qu'ils signent une œuvre, on dit j'ai vu le Hamlet de Peter Brook, j'ai vu la Phèdre de Chéreau, alors qu'on sait bien que Hamlet c'est de Shakespeare et Phèdre de Racine. Je pense qu'il y a une partie qui est devenue transparente aujourd'hui, c'est-à-dire pour tout le monde, ça va de soi, d'une certaine manière en France, que le metteur en scène a cette place charismatique, médiatique, qui défend une vision et que c'est sa vision. Mais je pense qu'il y a aussi plein de gens qui ont d'autres manières de pratiquer, plus horizontales, et que ça commence à être... que c'est discuté à certains niveaux, même si institutionnellement, encore une fois, et médiatiquement, on est dans cette posture-là. Parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui défende l'œuvre et qui parle, et qui ait cette autorité-là, d'une certaine manière, et cette reconnaissance-là comme artiste. Donc,
que Milo Rao, pour revenir à lui, sur lequel vous avez travaillé pour cette présentation devant les rencontres recherche et création, eh bien, joue justement de cette présence à la fois de metteur en scène démiurge, parce qu'il est démiurge, il considère que c'est à lui d'agencer toute la capacité qui se présente sur la scène devant les acteurs, mais en même temps, il joue de cette distance parce qu'il est sociologue, parce qu'il a un petit sourire sur le rôle qu'on lui fait jouer et qu'il veut bien jouer. Oui, je trouve que c'est un cas vraiment très intéressant parce que c'est quelqu'un d'extrêmement quand on le lit, c'est quelqu'un qui est extrêmement cultivé, qui est d'une érudition remarquable et qui en même temps a cette intelligence du plateau et qui dit, voilà, moi ce que j'essaye de faire, c'est de plaire à ma mère et donc de faire un spectacle qui est populaire. Donc il joue très habilement, sur ces 2 tableaux-là et de ce point de vue-là, effectivement, on a un spectacle qui a plein de niveaux de lecture. C'est-à-dire qui est à la fois populaire, accessible et en même temps avec des degrés de subtilité qui sont remarquables de ce point de vue-là.